Le climat, ça me fait un peu penser à l'histoire de Neo dans Matrix. D'un côté, il y a la pilule bleue. La pilule bleue, elle nous fait rester dans l'illusion d'un monde où il n'y a pas de réchauffement climatique et on peut continuer notre life as usual, partir voyager à l'autre bout du monde et faire griller tranquillement des côtes de bœuf. D'un autre, il y a la pilule rouge, celle qui nous fait prendre conscience de l'ampleur, de l'urgence du défi climatique, mais qui nous arrache par la même occasion à l'insouciance du déni, nous faisant vivre une vie alourdie par l'inquiétude de l'avenir. Vu comme ça, moi je préfère la pilule bleue. Je le raconte dans l'épisode pilote du podcast, mais je suis passée par une phase pilule rouge où j'ai vécu plusieurs semaines dans l'éco-anxiété et clairement, je garde pas un bon souvenir de cette expérience. Heureusement, ce que j'ai découvert rapidement après, c'est qu'il y avait une troisième voie possible. Une autre couleur de pilule, si vous voulez, pour filer la métaphore. Une pilule rose, verte, arc-en-ciel, comme vous voulez, mais en tout cas une pilule qui nous permet de ne pas être dans ce choix binaire entre le déni, l'insouciance et l'inquiétude. J'ai découvert qu'on peut agir efficacement contre le climat sans être angoissé non-stop pour l'avenir. Et ça, c'est grâce à un livre que j'ai pu le découvrir, que j'ai lu pile au bon moment et qui m'a énormément aidé à sortir de ma phase d'éco-anxiété. C'est de ce livre que j'ai envie de vous parler dans ce nouvel épisode. Par amour, le podcast des parents qui veulent agir pour le climat et se sentir bien. Chers parents, bonjour et bienvenue dans Par amour. Je m'appelle Clara et depuis ma prise de conscience écologique, j'essaye de comprendre comment élever mes deux enfants sur une planète qui se réchauffe, comment avoir le plus d'impact possible à mon niveau, mais surtout comment ne pas y perdre ma joie de vivre et ne pas faire exploser ma charge mentale. Sur ce podcast, je partage les clés que j'ai découvertes au fil de mon parcours qui m'aident à agir pour le climat et à me sentir bien, dans l'espoir que ça vous apporte du soutien et des pistes concrètes à explorer. Chaque épisode est disponible sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute! Épisode 5. Peut-on agir pour le climat sans vivre dans l'inquiétude pour l'avenir? Trêve de suspense, le fameux livre qui a été incontestablement l'un des ingrédients qui m'ont le plus aidé à sortir de mon état d'angoisse et du coup de sidération et de paralysie face à la situation climatique, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce livre a été révolutionnaire dans ma manière d'appréhender le défi climatique. Il m'a appris, de façon un peu paradoxale, je le concède, que c'est en vivant un maximum au présent que j'étais le plus en capacité de construire l'avenir. Dans ce 5e épisode, on va d'abord explorer la vision d'Eckhart Tolle, puis voir comment on peut l'appliquer concrètement à notre rapport au climat. Partie 1, l'épiphanie d'Eckhart Tolle. Alors pour le présenter, Eckhart Tolle, c'est l'auteur de plusieurs best-sellers qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est une sorte de guide spirituel moderne qui a d'ailleurs un peu la même voix que Maître Yoda. Écoutez-le parler, vous me direz si ça vous fait la même impression. Et dans Le pouvoir du moment présent, il raconte que la première partie de sa vie a été chaotique et marquée par beaucoup de souffrances psychiques. Jusqu'à ce qu'un jour, au plus profond de sa dépression, il réalise qu'il était son propre bourreau, ou plutôt que son mental, qu'il appelle l'ego, et plus précisément encore l'histoire que son ego lui racontait à longueur de journée, était la cause de sa souffrance. Simultanément, il a réalisé que si cette voix du mental le faisait souffrir, c'est qu'il n'était pas cette voix, il était cette conscience qui, à ce moment-là, souffrait. Il s'est aperçu que cette conscience était, et continuait d'être, comme une sorte de toile de fond, indépendante et détachée de la voix de son ego. Et dès lors, il décrit avoir accédé à un état durable de paix et de joie. Alors oui, je sais, raconter comme ça, c'est vrai que ça va loin, mais ce livre contient en réalité des enseignements très pragmatiques qui changent la vie au quotidien. J'en retiens 3 clés que j'ai envie de vous partager. Premier enseignement, notre mental est un compteur né. En continu, nos pensées brodent une sorte de grande histoire. Elles nous racontent au creux de l'oreille le récit de notre vie. En soi, bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose. Cette narration peut même être source de beaucoup de bien-être. Et je vous renvoie ici à l'épisode numéro 3 de Par amour,
qui propose justement d'incarner un archétype pour nous aider à nous raconter une histoire positive sur nous-mêmes qui donne de l'élan pour agir pour le climat. Là où ça se complique, c'est que pour jouer son rôle de narrateur, notre mental est sans arrêt occupé par le passé et par l'avenir. Une petite exploration express de mes propres pensées me l'a clairement confirmé. Notre mental interprète ce qui nous est arrivé dans le passé pour en tirer du sens et fait des hypothèses et des projections permanentes sur ce qui va se passer ensuite. Et pour Eckhart, c'est là, dans ce récit mental du passé et de l'avenir, que se loge notre souffrance humaine. Tout d'abord parce que notre mental est un grand dramaturge. Ces interprétations du passé sont souvent rudes pour notre psychisme, à coups de j'aurais dû et de si seulement il ne s'était pas passé ceci ou cela. Et ces projections du futur, n'en parlons pas. Sous couvert de vouloir nous protéger, il a tendance à échafauder des scénarios tous plus catastrophiques les uns que les autres sur ce qui nous attend. Et là, je fais un petit coucou au personnage d'anxiété dans Vice Versa 2. Si vous l'avez vu, vous voyez très bien de quoi je parle. Et il voit du déclin partout, le fameux « c'était mieux avant ». Mais aussi parce que les histoires de notre mental se déroulent toujours, justement, dans le passé ou dans l'avenir. Or, par définition, nous n'avons aucun contrôle sur ces deux espaces temporels. Nous ne pouvons pas changer le passé et nous ne pouvons pas maîtriser le futur, puisqu'il est le produit d'une quantité de paramètres qui ne dépendent absolument pas de nous. C'est ça également qui est source de souffrance. Ces pensées de notre mental nous font nous sentir impuissants et impuissantes, tout petits, toutes petites, ballottés par la vie comme des fétus de paille dans la tempête. Heureusement, et c'est le deuxième enseignement que j'avais envie de vous partager, nous ne sommes pas notre mental. C'est ça le cœur de l'épiphanie Descartes. Nous ne sommes pas nos pensées, tout comme nous ne sommes pas nos émotions. Les pensées et les émotions nous traversent, mais ne nous définissent pas. Elles arrivent et repartent si on les laisse faire. On a donc tout intérêt à se libérer de l'emprise excessive de notre mental pour vivre un quotidien plus serein et plus doux pour nous-mêmes et pour les autres. Pour ça, le remède Descartes est simple et constitue le troisième enseignement. Il faut reprendre conscience du moment présent. Car la partie du mental qui juge, interprète et s'inquiète est naturellement désactivée par l'ici et maintenant. Plus on est présent et présente au présent, moins le mental part en cacahuète. Plus on est concentré sur ce qui se passe à l'instant T, moins le mental a de latitude pour élaborer des histoires et nous entraîner avec lui dans la peur. Dans le moment présent, les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup moins effrayantes. Car c'est toute la beauté de l'ici et maintenant, c'est là que tout se passe, mais un peu à la fois. Et surtout, c'est là et pas ailleurs que réside notre puissance, notre pouvoir d'influer sur le cours des choses. Car ça n'est jamais qu'au présent que nous pouvons poser l'action juste. Notre seule tâche, nous dit Eckhart, est donc d'être présent et présente à ce qui se joue à chaque instant. Fastoche, bah non, évidemment. C'est simple à dire et c'est beaucoup moins facile à faire. Mais à chaque fois que je me sens stressée ou angoissée ou préoccupée par ce qui va se passer, j'essaie de prendre ce chemin, de revenir au moment présent et c'est d'une grande efficacité pour m'apaiser. Le conseil que donne Eckhart pour nous aider à revenir ici et maintenant est de passer par le ressenti du corps. Je vous donne quelques exemples concrets qui marchent pour moi, à expérimenter et ajuster selon ce qui marchera pour vous. On peut se concentrer sur son souffle, sur le mouvement ou le rythme régulier de sa respiration. On peut faire un scan corporel en mettant son attention sur différentes parties du corps et en essayant de détecter si on a des tensions, par exemple. On peut se préparer une boisson qu'on aime et la boire en y mettant de la conscience. Ou juste, on peut faire une pause, regarder par la fenêtre le temps qu'il fait. Bon, bah là, les volets sont fermés tellement il fait chaud. Mais si la fenêtre est ouverte, on peut apprécier la vue d'un arbre ou d'une jolie plante à côté de nous, ou sortir faire un tour si on en a l'envie ou la possibilité. Si je résume donc la théorie, on a un mental
par ailleurs fort utile, mais qui aime un peu trop le drama et qui s'échappe sans cesse dans le passé ou l'avenir, là où on ne peut que se ronger les sangs sans pouvoir intervenir. Se rebrancher sur le moment présent, notamment grâce à la conscience du corps, permet au contraire de revenir à un espace beaucoup plus calme où l'on est en capacité d'agir. Vous me voyez venir, ça ressemble fort à une clé qu'on pourrait mettre en pratique pour nous aider à mieux vivre la situation climatique et à agir plus sereinement et plus efficacement. Alors, venons-en à la partie 2. Comment appliquer les enseignements d'Eckhart Tolle aux défis climatiques ? Premièrement, et tout simplement, en pensant moins à l'avenir et en vivant plus au présent. Dès l'instant où j'ai arrêté de mettre autant d'attention sur ce qui allait se produire ou ne pas se produire, mon moral s'est radicalement amélioré. Car l'éco-anxiété, évidemment, se nourrit de nos pensées à propos du futur. Ce qui nous angoisse, c'est de voir à quel point on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire et de penser à une suite dans laquelle nous avançons droit dans le mur. Ce qui nous terrifie, c'est d'imaginer ce que sera une vie à 50 degrés pour nos enfants. Je sais que pour le coup, ces projections sont scientifiquement réalistes si l'inaction se prolonge et ne sont pas des récits farfelus et catastrophistes inventés par notre mental. Mais le résultat est exactement le même. Ces pensées sont inutiles. À part nous faire flipper et nous décourager d'avance, franchement, je ne vois pas à quoi elles servent. J'en ai déjà parlé dans l'épisode pilote, mais quand on est paralysé par la peur, ce n'est pas là qu'on est très utile pour la cause. Je propose donc tout simplement qu'on arrête cette torture mentale. Alors, je suis consciente qu'en entendant ça, vous aurez peut-être des objections, voire que ça vous aura carrément fait bondir. Je vois au moins 2 objections possibles. Dites-moi si vous en voyez d'autres, je serai ravie d'y répondre. La première objection, c'est que si on ne vit que dans le présent, alors on peut être joyeusement dans le déni et faire nimp en mode YOLO. Ma réponse, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui est en jeu dans le défi climatique, on sait. Et ce n'est pas angoisser qui va nous aider, c'est agir. Et agir, ça n'est possible que dans le présent. La deuxième objection, c'est qu'il faut bien penser à l'avenir pour avoir envie d'agir dans le présent. L'humain a besoin d'un cap, d'une destination. On ne peut pas juste naviguer à vue joyeusement sur la mer sans savoir où on va. Là, évidemment, je suis d'accord. Et ça m'amène à mon deuxième point. Appliquer les enseignements d'Eckhart Tolle au climat, c'est aussi apprendre à utiliser notre mental à bon escient, comme une sorte d'outil, plutôt que d'en être une victime passive. Pour moi, ça veut dire cultiver intentionnellement un imaginaire qui donne envie d'agir au présent. Comme le dit très bien Julien Vidal, donc je vous recommande, si vous ne le connaissez pas déjà, l'excellent podcast 2030 Glorieuse, et notamment l'épisode avec Kate Rowers, demain n'est pas foutu. Les scientifiques n'ont de cesse de le répéter et le répéter encore. On peut encore agir, il n'est pas trop tard. Les cartes sont entre nos mains. Et le présent est cet espace de possible dans lequel tout peut changer. Nos enfants ne sont pas condamnés d'avance. C'est notre inaction qui les menace. À nous, parents, de créer pour eux un monde plus juste et plus doux, compatible avec les limites de notre planète. Pour conclure, ma proposition est donc celle-ci. Rester au maximum ancré dans le moment présent permet d'avoir de l'impact sans se faire du mal inutilement. Parce que c'est justement dans le présent qu'on peut faire quelque chose et parce que ça préserve notre précieuse santé mentale et nos ressources pour avoir envie et être en capacité de continuer à agir. Le chemin à inventer commence forcément ici et maintenant. Alors, haut les cœurs, chers parents, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Par Amour. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify.
Vous pouvez liker, commenter la vidéo sur YouTube ou encore vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous pensez à d'autres parents à qui cet épisode pourrait parler, partagez-leur, ça m'aidera énormément à faire grandir par amour. Encore un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là et je vous dis à très bientôt pour le prochain.